Une moto a forcé le monde à ralentir, non pas parce qu'elle s'est écrasée ou a échoué, mais parce qu'elle fonctionnait trop bien. La vitesse était réelle, mais le silence qui a suivi était encore plus assourdissant. Alors pourquoi l'ont-ils enterré sans jamais dire un mot? Voici la véritable vérité derrière la moto interdite de Suzuki, la guerre de la vitesse qui a tout déclenché. À la fin des années 1990, les plus grands fabricants de motos du Japon étaient engagés dans une course discrète mais croissante. Pas pour les ventes, pas pour l'apparence, mais pour la vitesse pure. Kawasaki avait mené la charge avec sa ZX-11, une machine qui dépassait les 170 miles par heure et obligeait l'industrie à repenser ce qui était physiquement possible sur deux roues. Honda a répondu en 1996 avec la CBR 1100X Super Blackbird, un nom choisi avec intention, une machine réglée pour la domination. Pendant un court moment, cela a fonctionné. Mais Suzuki ne voulait pas rattraper son retard. Il voulait mettre fin au jeu complètement. Derrière des portes closes à Hamamatsu, les ingénieurs de Suzuki ne travaillaient pas seulement sur une nouvelle supermoto. Ils préparaient un coup fatal. Pas une machine pour rivaliser, une machine pour anéantir. L'objectif était simple mais radical. Construire une moto de série si rapide, si stable et si terrifiante qu'elle ferait toute l'industrie s'arrêter et reculer. Cela a commencé par un nom, Hayabusa. En japonais, cela signifie faucon pèlerin, l'oiseau le plus rapide sur Terre. Mais la métaphore allait plus loin. La proie naturelle du faucon, le merle. Le faucon arrive. Lorsque la Suzuki Hayabusa a été dévoilée en 1999, le monde ne savait pas vraiment comment réagir. Elle n'était pas élégante comme la Honda Blackbird ou anguleuse comme une JSX-R de course sportive. Il avait l'air gonflé, extraterrestre, conçu plus pour une soufflerie que pour un showroom. Son avant arrondi, sa queue effilée et son phare encastré lui donnaient la posture de quelque chose qui ne se contentait pas de traverser l'air, mais qui y perçait un trou. Et puis, il y avait le nombre. 194 miles par heure. C'était plus rapide que tout autre véhicule disponible pour les routes publiques. Point final. C'était tellement rapide que cela n'avait presque pas de sens. La Hayabusa a redéfini à quoi pouvait ressembler, sonner, se sentir une moto à vitesse maximale. Elle n'était pas nerveuse comme une moto de piste, elle était déterminée. Lourd, oui, mais le poids jouait en sa faveur. Cela rendait la machine stable à des vitesses inimaginables, quelque chose que les ingénieurs avaient affiné avec des tests en soufflerie incluant un équipement complet, de vrais pilotes et des ajustements obsessionnels des surfaces de traînée, une nouvelle sorte de course aux armements. La réaction de l'industrie a été rapide, mais pas de la manière que l'on pourrait attendre. Il n'y avait pas de challenger immédiat, pas de conférence de presse vantant des chiffres plus élevés, pas de tueur de Hayabusa d'usine se précipitant sur le marché. Au lieu de cela, il y eut une longue pause. Une pause qui ressemblait beaucoup à de l'hésitation, car la Hayabusa n'avait pas seulement battu le record de vitesse, elle avait terrifié tout le monde. Dans la culture de la moto, la vitesse avait toujours été un insigne d'honneur, mais c'était différent. Il ne s'agissait pas d'atteindre la limite. Il s'agissait de le dépasser, sans conséquences visibles. Et cela a soulevé de sérieuses questions, non seulement de la part des ingénieurs ou des concurrents, mais aussi des législateurs, des journalistes et des assureurs. Le public avait-il besoin d'une moto atteignant 312 km par heure? Un pilote pouvait-il gérer autant de puissance? Était-ce l'avenir ou une erreur? Suzuki n'avait pas le temps de répondre à ces questions. La Hayabusa était déjà sur les routes, et dans les garages du monde entier, les motards montaient déjà à bord de ce qui allait devenir l'une des motos les plus discutées de l'histoire moderne. D'un prédateur de sommet à une icône culturelle, il est facile d'oublier que la Hayabusa n'a pas été lancée comme une curiosité de niche ou un objet de collection. C'était une moto de production grand public, vendue à quiconque avait le courage, la force et le crédit pour la ramener chez soi. Elle était disponible dans les salles d'exposition comme n'importe quelle autre Suzuki, et c'est ce qui la rendait si troublante. La Hayabusa a également forcé le monde entier de la moto à reconsidérer ce qui allait suivre. Les fabricants allaient-ils maintenant viser les 320 km par heure? Le gouvernement interviendrait-il avant qu'il ne le fasse? Et ce niveau de performance était-il quelque chose pour lequel le public ou l'industrie, non, était vraiment prêt? Une chose était claire, Suzuki avait changé les règles. Dès ses tout premiers croquis, le design défiait toutes les normes acceptées de ce qu'une moto de sport était censée être. Ce n'était pas une machine raffinée pour l'élégance ou pour se vanter lors des journées sur circuit. C'était une arme, conçue non pas pour rivaliser, mais pour submerger. Et cette intention se manifestait dans chaque courbe. La plupart des supermotos étaient conçues pour attirer l'attention dans la salle d'exposition. La Hayabusa était conçue pour soumettre l'air. Elle semblait gonflée pour certains, grotesque pour d'autres. Mais pour l'équipe d'ingénieurs de Suzuki, dirigée par le designer Koji Yoshira, l'objectif n'était pas la beauté, mais la domination aérodynamique. Dans des interviews, Yoshira a admis plus tard que la moto était intentionnellement un peu grotesque, une forme qu'on ne pouvait ignorer. Façonnée dans un tunnel, pas dans une salle de réunion. Suzuki n'a pas simplement dessiné la Hayabusa en espérant qu'elle volerait. Ils l'ont emmenée directement dans la soufflerie, non pas une ou deux fois, mais de manière obsessionnelle.
Les ingénieurs l'ont testé avec le pilote en tenue complète, dans différentes positions, sur des configurations réelles. Chaque partie de la moto, jusqu'au carénage, au nez, au soubassement, même la posture du pilote a été testée, ajustée, puis testée à nouveau. Le résultat était radical. À une époque où la plupart des fabricants allégeaient encore les carénages pour réduire le poids, Suzuki sculptait le corps comme le nez d'un train à grande vitesse. Lisse, rond, long et étroitement intégré. Pas seulement pour tromper le vent, mais pour le commander. À 200 miles par heure, l'air ne fait pas que résister, il attaque. Il tire, pousse et menace de déchirer les machines. La solution de Suzuki était d'arrêter de traiter le vent comme un obstacle et de commencer à le traiter comme un système à gérer, canaliser, rediriger, conquérir. De côté, la Hayabusa semblait gonfler. De face, elle ressemblait à un missile. Le pilote n'était pas une réflexion après coup. Il faisait partie intégrante du design. Le réservoir était sculpté pour permettre une position complètement repliée. Le siège et les repose-pieds étaient positionnés pour minimiser la traînée. Et l'écran avant était abaissé suffisamment pour que votre casque touche la vitre. La bête intérieure, mais la forme n'était qu'une partie de l'histoire. Ce qui distinguait vraiment la Hayabusa, c'était la puissance sous cette peau bulbeuse. Au lieu de peaufiner une plateforme typique de 1000 cm3, comme le faisaient Honda et Kawasaki, Suzuki a fait un saut qui semblait presque imprudent. Ils ont installé un moteur 4 cylindres en ligne de 1298 cm3 qui développait 175 chevaux et 103 livres-pieds de couple, des chiffres qui ont dépassé les attentes pour une moto homologuée pour la route en 1999. C'était une moto sportive construite comme un missile de croisière. Le moteur n'était pas seulement puissant, il était fluide. Suzuki a ajouté un contrebalancier à engrenage, une mesure qui empêchait le moteur massif de se secouer lui-même ou de secouer le pilote. Il était raffiné mais violent, chirurgical mais implacable. À n'importe quelle vitesse, dans n'importe quel rapport, la Hayabusa délivrait une puissance qui semblait infinie. Vous n'aviez pas besoin d'attendre la bonne plage de régime. Vous n'aviez pas besoin de jouer avec l'embrayage. Tournez la poignée des gaz et la moto répondait instantanément. Aucun délai, aucune hésitation. Bien sûr, ce genre de puissance nécessitait un cadre capable de la supporter. Suzuki n'a pas simplement installé le moteur dans une vieille GSX-R en espérant le meilleur. Ils ont reconstruit le châssis de fond en comble, renforçant le bras oscillant, épaississant les parois du cadre et révisant la géométrie pour garder le poids centré et la moto stable sous des charges extrêmes. La Hayabusa pesait environ 550 livres à plein, lourd pour une moto de sport, mais elle ne semblait jamais lente. Une fois en mouvement, le poids devenait un atout. La moto restait stable face aux vents latéraux, stable en plein virage et presque étrangement calme, en dépassant 150 miles par heure. Et c'était l'autre révélation. On n'avait pas l'impression qu'il essayait de vous tuer. On avait l'impression qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Ce n'était pas une moto de course nerveuse réglée pour les experts. C'était contrôlable, inspirant confiance. C'était rapide d'une manière qui rendait les pilotes audacieux, pas insensés. Une partie de cet ADN provenait de la GSX R750, le chef-d'œuvre de maniabilité antérieure de Suzuki. La Hayabusa a emprunté sa disposition et sa philosophie d'équilibre, puis l'a portée à des niveaux inimaginables. La suspension n'était pas rigide comme sur piste, mais raffinée. Les freins n'étaient pas seulement puissants, ils étaient progressifs. Chaque aspect de l'expérience de conduite avait été conçu pour la vitesse réelle, pas seulement pour les chiffres de dynamomètre ou les temps de course. En 1999, les motos sportives avaient un langage, angulaire, aiguisé, agile et lancé. La Hayabusa rejetait tout cela. Elle ne se souciait pas de l'allure des journées sur circuit. C'était une machine avec un seul objectif, anéantir la concurrence. Là où d'autres marques hésitaient, Suzuki a mis les gaz à fond. C'était grotesque, surdimensionné, terriblement rapide et absolument inoubliable. Il n'y avait jamais eu de moto comme celle-ci, et bientôt il y aurait des conséquences, car la Hayabusa n'était pas seulement une nouvelle référence, c'était un tournant, non seulement pour la performance, mais aussi pour le contrôle. Pourquoi elle a été réduite au silence? La Hayabusa n'a pas seulement battu des records, elle a brisé le système. Lorsque le missile de Suzuki a frappé les rues en 1999, il avait fait plus que détrôner Honda et laisser Kawasaki dans la poussière. Il avait franchi une ligne, une que l'industrie de la moto n'avait pas réalisé exister jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 194 miles par heure depuis l'usine, sans réglage spécial, sans configuration de circuit fermé, sans avertissement. Ce n'était pas un outil de piste, c'était une moto homologuée pour la route que l'on pouvait acheter chez un concessionnaire et ramener chez soi avec un permis d'apprenti. Ce fait à lui seul a déclenché un effet d'entraînement que personne chez Suzuki n'aurait pu pleinement prévoir. Les gros titres n'étaient pas célébratoires. Au début, les magazines de moto ont fait ce qu'ils font toujours, tester, mesurer, s'extasier.
Les critiques ont été stupéfaits par la facilité de gestion de la vitesse. Les rédacteurs l'ont qualifiée de raffinée, puissante, voire gracieuse. Mais en dehors des cercles de motocyclistes, le ton était différent. Les médias grand public l'ont qualifiée d'imprudente. Des articles ont commencé à apparaître dans les journaux européens et les médias nord-américains posant la même question chargée. Pourquoi quelqu'un a-t-il besoin d'une moto à 320 km/h ? Les politiciens ont commencé à s'y intéresser aussi. Les législateurs au Royaume-Uni, en Allemagne et dans certaines parties de l'Union européenne ont commencé à exprimer des préoccupations. Les assureurs réalisaient discrètement des modèles de risque. Les services de police étaient déjà méfiants envers les supermotos, mais c'était autre chose. C'était une machine qui rendait les stratégies de patrouille routière obsolètes, une moto qui pouvait distancer la plupart des véhicules de poursuite avant la 3e vitesse. La perception du public a changé et la Hayabusa a cessé d'être une merveille. Elle est devenue une menace. La réponse de Kawasaki n'a fait qu'empirer les choses. Suzuki avait tiré le coup, mais Kawasaki n'allait pas se laisser distancer. Des rumeurs circulaient en 2000 sur une nouvelle machine en préparation. La ZX-12R, elle aurait une cylindrée similaire, une aérodynamique de pointe, et surtout, on disait qu'elle dépasserait la barrière des 200 mph. Ce n'était plus de l'innovation, c'était une escalade, une course aux armements. Les vétérans de l'industrie voyaient ce qui se profilait. Si Suzuki et Kawasaki continuaient à pousser, les prochaines années verraient l'arrivée de motos pouvant atteindre des vitesses de jet sans arceau de sécurité, sans ceinture, sans protection, mais avec seulement le courage du pilote. Ce n'était pas seulement dangereux, c'était politiquement explosif. Et ainsi, discrètement, sans fanfare, les plus grands fabricants de motos du monde ont fait quelque chose d'impensable avec la limite de vitesse. Au lieu de cela, à huis clos au début des années 2000, les principaux fabricants japonais, puis plus tard plusieurs marques européennes, ont convenu d'une limite de vitesse maximale volontaire pour toutes les motos de production, 300 km/h, 186 mph. Cela serait connu officieusement comme l'accord des gentlemen, pas une loi, pas un mandat, mais une promesse. L'accord était simple, aucune moto de production ne dépasserait ce plafond, du moins pas directement sortie de l'usine. C'était une mesure préventive, un moyen d'éviter la réglementation gouvernementale en s'autorégulant sur les performances. La Hayabusa avait établi un record si terrifiant que l'industrie devait se figer sur place. Lorsque la Kawasaki ZX-12R a finalement été lancée, les attentes étaient astronomiques. Beaucoup s'attendaient à ce qu'elle détrône enfin la Hayabusa. Mais lorsque les testeurs ont pris la piste, quelque chose d'étrange s'est produit. Quoi qu'il fasse, la ZX-12R ne dépassait pas 186 mph, test après test, course après course. La moto semblait capable de plus, mais elle s'arrêtait juste avant. À l'époque, ni Kawasaki ni Suzuki n'ont reconnu publiquement l'accord, mais les initiés savaient que le plafond avait été installé. La guerre était terminée, non par victoire, mais par impasse. Et ce n'était pas un compromis ponctuel. Dans les années qui ont suivi, de nouveaux modèles comme la Kawasaki ZX-14 et la BMW S1000RR ont été lancés avec des capacités de vitesse clairement en tête, mais aucun n'a rompu le pacte. Ils atteignaient tous ce mur invisible. Bien que l'accord fût informel, son application était réelle. Les 4 grands du Japon, Suzuki, Kawasaki, Yamaha et Honda, ont tous respecté. BMW aussi, et plus tard, Ducati. Dans des interviews, Honda a admis y avoir participé. Les autres sont restés principalement silencieux, préférant l'ambiguïté à la responsabilité. Pourquoi les entreprises choisiraient-elles volontairement de brider leurs machines phares? La réponse était simple, la peur d'une intervention. Les régulateurs européens menaçaient déjà de restrictions à l'importation. Les législateurs américains observaient avec une inquiétude croissante. Un accident mortel impliquant une moto à grande vitesse pourrait déclencher une indignation publique et une législation permanente. Plutôt que de risquer de perdre le contrôle complètement, les fabricants ont pris le contrôle eux-mêmes. S'ils ne ralentissaient pas volontairement, quelqu'un d'autre les y obligerait. En 2001, la deuxième série de Hayabusas a commencé à arriver dans les concessions. À l'œil nu, elle semblait inchangée. Même design, même poids, même moteur monstrueux. Mais sous la surface, quelque chose manquait. Suzuki avait installé un limiteur électronique. La moto ne dépasserait plus 300 km/h, non pas parce qu'elle ne le pouvait pas, mais parce qu'elle n'y était pas autorisée. Les générations suivantes ont ajouté plus de restrictions, affiné les cartographies moteurs, des régulateurs logiciels, voire des limites de puissance basées sur les rapports. La puissance était toujours là, mais elle était sous contrôle. La Hayabusa était passée d'un faucon sauvage à un oiseau dans une cage dorée. Et pourtant, malgré le limiteur, elle restait un symbole de rébellion. Les motards savaient de quoi l'original était capable. Les collectionneurs ont commencé à rechercher les modèles de 1999 et 2000, les seules années non touchées par le pacte. Ils sont devenus des artefacts mécaniques, des souvenirs des derniers jours avant que le ciel ne soit fermé. À la fin, il n'y avait pas de champion couronné des guerres de vitesse. Pas de confrontation finale, pas de défilé, juste une ligne dans le sable et une moto qui a forcé tout le monde à s'arrêter.
Interdit, donc, mais pas interdit. Demandez à n'importe quel motard à propos de la Hayabusa, et finalement, un mot surgira, interdit. Cela glisse sur la langue, et les motards le disent avec un sourire en coin, comme s'ils étaient dans le secret. Une machine si rapide, si dangereuse, si incontrôlable, qu'elle a dû être interdite. Mais voici le retournement. Elle ne l'a jamais été, ni aux États-Unis, ni en Europe, ni au Japon. Aucun document officiel, aucun avis gouvernemental, aucune loi explicite n'a jamais interdit la Suzuki Hayabusa. Alors, d'où vient le mythe et pourquoi semble-t-il toujours vrai? L'idée que la Hayabusa était interdite ne vient pas d'un tribunal. Elle a pris naissance dans des forums, des garages et des gros titres qui n'ont jamais vraiment clarifié ce qui s'était passé. Il y avait des articles mettant en garde contre l'augmentation des vitesses des motos. Il y avait des menaces de réglementation. Il y avait des rumeurs selon lesquelles l'Union européenne réprimait les importations à haute performance. Mais il n'y avait pas d'interdiction, juste le silence. Ce qui s'est réellement passé était bien plus subtil et sans doute plus dramatique. La Hayabusa n'a pas été retirée des salles d'exposition. Elle a été reprogrammée discrètement, stratégiquement et sans communiqué de presse. À partir de 2001, Suzuki a simplement ajusté le cerveau de la moto et a continué à la vendre. Et pour la plupart des acheteurs, cela suffisait. Le limiteur était invisible, à moins d'essayer de battre des records. La plupart des motards n'atteignaient jamais ces vitesses de toute façon. Mais parmi les passionnés, le mythe avait déjà pris racine. La moto la plus rapide du monde avait été mise en cage. Et dans l'esprit de ceux qui comprenaient vraiment ce que représentait la Hayabusa, cela ressemblait à une interdiction. Le code du collectionneur. Si vous parlez aux collectionneurs de Hayabusa aujourd'hui, ils disent tous la même chose. Les vrais ont été fabriqués en 1999 et 2000. La première génération, les bêtes indomptées. Pas de limite de vitesse, pas de bride d'usine, juste une ingénierie brute et sans entrave. Ces premiers modèles sont devenus des légendes mécaniques, non seulement à cause de leur puissance, mais à cause de leur liberté. Ils ont échappé avant que les portes ne se ferment, et ils sont toujours là, cachés dans des garages, échangés discrètement, réglés et modifiés par ceux qui refusent d'accepter des limites. Certains ont des turbos, certains ont des bras oscillants allongés, certains sont laissés d'origine, un hommage à un moment dans le temps qui ne reviendra peut-être jamais. Pour ces motards, la Hayabusa n'était pas seulement rapide, c'était le dernier vrai hors-la-loi. Panique mondiale, mythes locaux. Ce qui a amplifié l'idée d'une interdiction, c'est la façon dont différents pays ont réagi à la réputation de la Hayabusa. En Allemagne et au Royaume-Uni, les régulateurs ont ouvertement discuté des limites de vitesse pour les motos. Les législateurs ont averti des interdictions potentielles sur les motos pouvant dépasser certains seuils. Les compagnies d'assurance sont devenues plus prudentes, augmentant souvent les primes sur des motos comme la Hayabusa, indépendamment du risque réel. Pendant ce temps, les lois d'importation dans des pays comme l'Inde et certaines parties de l'Asie du Sud-Est ont effectivement empêché ou restreint les motos de grande cylindrée, non pas à cause d'un modèle en particulier, mais en raison de politiques de sécurité routière plus larges. La Hayabusa, étant l'une des machines les plus médiatisées de son genre, est devenue un bouc émissaire facile. Même dans les pays où cela restait légal, les concessionnaires ont commencé à avertir les motards sur ce qu'ils achetaient. Certains ont refusé de vendre à de nouveaux motards. D'autres ont exigé des décharges reconnaissant la puissance de la machine. Ces signaux contradictoires ont contribué à répandre le mythe. Et comme la plupart des bonnes légendes, la vérité s'est estompée. Suzuki n'a jamais nié la limitation de vitesse, mais ils ne l'ont jamais mise en avant non plus. Au lieu de cela, ils ont affiné la Hayabusa de manière plus discrète. Les nouvelles générations sont arrivées avec des électroniques mises à jour, des émissions plus propres, plus de confort et une maniabilité améliorée. Mais le tranchant avait disparu, la peur s'était estompée. La Hayabusa n'était plus un bouton de panique, elle était devenue quelque chose de plus gérable, de plus civilisé. Une super moto pour adultes, toujours rapide, toujours belle à sa manière étrange, mais pas dangereuse, pas menaçante. Et pourtant, la légende refusait de mourir. Une machine qui a tout changé, longtemps après que les guerres de vitesse se soient estompées. Une machine restée seule, non seulement comme la plus rapide, mais comme celle qui a changé les règles. La Suzuki Hayabusa n'a pas seulement dépassé ses rivales, elle a dépassé sa propre époque. Elle venait d'une époque où les limites étaient encore testées, où les fabricants avançaient sans demander la permission. Puis elle a fermé ce chapitre avec un rugissement si fort que toute l'industrie a reculé. Ce qui a choqué la plupart des gens, ce n'était pas seulement la vitesse brute de la Hayabusa, c'était à quel point cette vitesse était vivable. Ce n'était pas une moto qui appartenait uniquement au lac salé ou au circuit de course. Elle pouvait traverser les rues de la ville, glisser le long des autoroutes et même transporter un passager dans le confort. C'était un missile déguisé en machine de tourisme. La selle était large et bien rembourrée. La position de conduite, bien qu'agressive, ne fatiguait pas vos poignets. Le moteur ne grondait pas, ni ne cahotait. Il ronronnait jusqu'à ce que vous demandiez plus, et quand vous le faisiez, il offrait une accélération fluide qui faisait paraître tout le reste sur la route immobile.
Vous pouviez l'utiliser pour vos trajets quotidiens, traverser des pays, faire des courses, sur une piste de dragster le vendredi soir, puis une longue balade à travers les collines le samedi matin. Cette polyvalence n'était pas un heureux hasard. C'était le résultat d'une ingénierie méticuleuse. Suzuki a construit la Hayabusa non seulement pour aller vite, mais pour tout faire bien, et elle le faisait. Avec le temps, la Hayabusa a évolué au-delà de son identité originale et est devenue une plateforme pour les tuners, les customiseurs, les accros à la vitesse et les hors-la-loi. Son cadre massif et son moteur surdimensionné en faisaient un choix idéal pour la modification. Certains motards ont allongé le bras oscillant pour le stabiliser lors de courses de dragster à grande vitesse. D'autres ont ajouté des turbocompresseurs et des kits de nitro. Certains lui ont donné des peintures extravagantes et un éclairage LED. Certains l'ont simplement gardé d'origine car ils n'avaient besoin de rien d'autre. La Hayabusa n'était pas fragile comme d'autres motos haute performance. Elle était surdimensionnée et cela la rendait indestructible. Elle pouvait supporter les abus, la distance, la chaleur et la puissance et revenir pour en redemander. Cette durabilité la transformait en légende, non seulement parmi les motards, mais aussi parmi les constructeurs qui savaient qu'ils travaillaient avec quelque chose qui pouvait encaisser les coups. Les générations suivantes, même ADN. En 2008, Suzuki a sorti la deuxième génération de la Hayabusa. Elle est arrivée avec des mises à jour, un moteur plus grand de 1340 cm3, plus de couple, de meilleurs freins et une électronique moderne. C'était plus propre, plus sûr et encore plus raffiné. Mais quelque chose manquait. Le choc, la panique, la sensation que cette moto faisait quelque chose que personne d'autre n'osait tenter. La troisième génération est arrivée en 2021, encore plus aboutie. Plus de fonctionnalités, contrôle de traction, mode de conduite, ABS, tout ce que l'on attend d'une supermoto moderne. C'était une merveille technologique, mais elle n'effrayait personne, car l'industrie avait changé et la Hayabusa devait changer avec elle. Pourtant, sous toutes les améliorations, l'ADN était intact. La silhouette, le moteur, le nom. L'esprit du faucon persistait, non plus comme un prédateur cette fois, mais comme un survivant, un rappel de ce qui avait été possible autrefois. D'autres motos sont apparues et ont disparu. Certaines plus rapides sur le papier, certaines plus chères, certaines plus médiatisées. Mais aucune n'a conservé la culture comme l'a fait la Hayabusa. Ce n'est pas juste une machine, c'est un message, un défi aux limites, une célébration de l'excès, un souvenir vivant du moment avant que les règles ne changent. La Hayabusa n'a pas suivi une tendance. Elle a forcé l'industrie à se confronter à elle-même. Elle a posé la question que personne d'autre n'osait poser. À quel point c'est trop rapide? Et elle ne s'est pas excusée lorsque la réponse a effrayé les gens. Même maintenant, des décennies plus tard, elle impose toujours le respect, non seulement des motards, mais aussi des ingénieurs, des designers et des critiques qui comprennent ce que cela signifiait de construire quelque chose d'aussi audacieux et de s'en sortir. Parce que pendant un bref et brillant moment, Suzuki a construit une moto qui a ignoré les limites et a touché le ciel. Ils n'ont pas interdit la Hayabusa, ils ont juste coupé ses ailes avant qu'elle ne puisse voler plus haut. Mais peut-être vous souvenez-vous d'en avoir conduit une avant qu'elle ne soit bridée. Ou peut-être y a-t-il une autre machine que vous pensez mériter le même statut mythique. Partagez vos histoires ou vos préférés dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu.